bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable mystère médical, une pathologie dévastatrice où, croyez-le ou non, une simple piqûre d'épine peut littéralement basculer la vie de milliers de personnes et les enfermer dans un cauchemar qui dure des années. Les données qu'on va explorer ensemble risquent de complètement bouleverser votre vision des urgences sanitaires mondiales. C'est parti. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord sur ce qu'est exactement le mycétome. En fait, c'est un processus pathologique assez fascinant, mais redoutable. Imaginez une maladie inflammatoire chronique qui va se déguiser en tumeur. C'est ce qu'on appelle en médecine une affection pseudotumorale. Le coupable, ça peut être un champignon ou une bactérie qui vit tranquillement sa vie dans le sol ou sur les plantes des régions semi-désertiques. Et là, c'est le drame. Un simple petit traumatisme, une égratignure avec un outil, une épine qui vous pique le pied et le pathogène s'infiltre sous la peau. À partir de ce moment précis, une machine de destruction extrêmement lente se met en route. Des tumeurs se développent, détruisent les tissus et finissent par expulser ce qu'on appelle des grains, qui sont en fait des nids microscopiques du pathogène. Faut vraiment réaliser que l'OMS a dû attendre 2016 pour la reconnaître officiellement comme une maladie tropicale négligée. Et la géographie de cette crise ne doit rien au hasard. Il existe une zone très spécifique, une véritable ceinture du mycétome qui traverse le continent africain de ouest en est. On parle du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad, et ça va même jusqu'au Soudan et à la Somalie. C'est simple, ces régions partagent un climat semi-désertique qui s'avère être le terrain de jeu idéal pour l'agent causal caché dans la terre ou les arbustes. C'est donc une maladie qui frappe de plein fouet les populations rurales et agricoles, celles qui ont les mains et les pieds littéralement dans la terre tous les jours. Ce qui est absolument dingue ici, c'est que la nature dicte littéralement les règles du jeu. Vous demandez sûrement ce qui détermine si un patient sera infecté par un champignon ou une bactérie. Eh bien, c'est la météo, plus précisément la pluviométrie. Dans les zones les plus arides, celles qui reçoivent à peine 250 à 500 mm d'eau par an, ce sont les mycétomes fongiques, donc les champignons, qui règnent en maître et produisent ces fameux grains noirs. Mais si vous vous déplacez vers des zones un tout petit peu plus humides, disons 500 à 800 mm, le microclimat bascule et favorise cette fois les mycétomes bactériens, célèbres pour leurs grains rouges. C'est fou, non? La météo locale choisit l'adversaire. 7. Gardez bien ce chiffre en tête. 7 longues années, c'est un chiffre qui donne tout simplement le vertige. Il faut en moyenne 7 ans de souffrance silencieuse, d'errance médicale, de doute, avant qu'un patient ne reçoive enfin le bon diagnostic. Et pendant ce temps-là, le pathogène, lui, il ne fait pas de pause. Il s'infiltre toujours plus loin, ronge les tissus mous, attaque les os. Ce délai diagnostique, c'est une véritable tragédie, parce qu'il transforme une infection qui aurait pu être gérée à ses débuts en un handicap lourd et mutilant. Mais alors, comment on en arrive à un délai de 7 ans? Ce n'est pas par hasard. C'est ce qu'on pourrait appeler une tempête parfaite. D'abord, il y a un cruel manque d'informations. Les médecins généralistes locaux peuvent facilement confondre ces lésions avec autre chose. Ensuite, l'accès aux spécialistes ou à des laboratoires de pointe dans ces régions isolées est quasi impossible. Et puis, il y a la dimension culturelle. Face à une boule inexpliquée qui apparaît sur le pied, le premier réflexe, très souvent, c'est d'aller voir un guérisseur traditionnel. Mais le piège absolu de cette maladie, c'est qu'elle est souvent totalement indolore au début. La douleur nocturne atroce, elle n'arrive que bien plus tard, quand l'os commence à être détruit. Et soyons clairs, sans douleur, pour un agriculteur qui doit nourrir sa famille, aller chez le médecin ne semble juste pas être une urgence. Et les conséquences de ce retard sont saisissantes. Au tout début, ça ressemble à un simple petit nodule sur un orteil, à peine visible, avec peut-être la petite marque de la piqûre. C'est exactement là qu'il faudrait agir. Mais quand on laisse passer 7 ans, on fait face à ce qu'on appelait historiquement le pied de Madura, nommé d'après une région en Inde. Le membre devient méconnaissable, lourd, massivement enflé et déformé. L'infection a eu tout le temps qu'elle voulait pour coloniser l'anatomie entière du pied. L'évolution de ce gonflement massif, c'est une horreur clinique, mais c'est très spécifique. En s'installant profondément, le pathogène crée une tuméfaction qui va littéralement forcer les orteils à s'écarter. Des nodules se forment sous la peau et finissent par percer la surface, ce qui crée tout un réseau de fistules. Les médecins décrivent souvent cet aspect clinique comme une pomme d'arrosoir. C'est une image forte parce que ces multiples petits trous suppurent en permanence. Ils évacuent du pus et ces fameux grains colorés remplis de colonies de champignons et de bactéries. Ce drainage constant, c'est vraiment la signature indiscutable de la maladie à son stade avancé. Bon, on parle beaucoup du pied, parce que c'est évidemment la partie du corps la plus exposée aux épines. Mais attention, le pathogène ne fait pas de favoritisme. Le mycétome peut prendre des formes extrapodales qui sont, pour être franc, absolument choquantes. Prenez le cas de ce jeune cultivateur. L'infection a ciblé la base de son cou, créant une masse gigantesque qu'on appelle cliniquement un aspect en cou de bœuf. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça montre que n'importe quelle zone du corps qui subit un traumatisme contaminé, par exemple en portant de lourdes charges sur les épaules, peut devenir le point de départ d'un développement tumoral dévastateur. Et si on ne l'arrête pas, le mycétome ne recule devant rien. L'infection peut atteindre des zones vitales comme le crâne ou le visage.
Il existe des cas terriblement tristes, comme celui de jeunes adolescents développant une tuméfaction au niveau de l'orbite de l'œil, provoquant ce qu'on appelle une exophthalmie, où l'œil est littéralement poussé vers l'extérieur. Et tout cela en émettant toujours ces fameux grains fongiques noirs. Ça souligne l'urgence absolue d'une détection précoce, car quand le pathogène s'attaque aux os du crâne, c'est tout le système neurologique qui est en danger. C'est pour ça que la précision en diagnostic est un enjeu de vie ou de mort. Le diagnostic différentiel est crucial, car l'identification visuelle seule est un piège géant. Le mycétome se traduit par ses grains et sa localisation géographique, d'accord, mais il ressemble à s'y méprendre à d'autres maladies graves, la maladie de Verneuil, de gros abcès fessiers, ou pire, des cancers très agressifs comme le mélanome plantaire ou le carcinome épidermoïde. Bref, se fier uniquement à l'apparence, c'est jouer à la roulette russe. L'histologie, les cultives en laboratoire et l'analyse génétique par PCR sont des étapes absolument non négociables pour être certain de ce qu'on combat. Et pour bien comprendre pourquoi cette prudence est capitale, pensez à une lésion chronique très enflammée, avec des fistules et du pus. N'importe quel œil non expert crierait au mycétome. Pourtant, ça pourrait très bien être la maladie de Verneuil. Les similitudes sont troublantes. Sans un prélèvement très méticuleux, un bon lavage au sérum physiologique et une recherche rigoureuse des grains au microscope, un patient pourrait se retrouver embarqué dans un traitement ultra lourd, long et surtout complètement inefficace pour son cas. Le labo, c'est le seul juge de paix. Une fois le verdict tombé et le pathogène démasqué, les médecins se retrouvent face à deux parcours de soins complètement différents. Et là, l'origine de l'infection change absolument tout. D'un côté, on a le mycétome bactérien. Il évolue vite, il est très inflammatoire, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il se soigne avec des médicaments. Ça demande un nombre de traitements antibiotiques lourds avec des effets secondaires à surveiller de près, mais on peut guérir sans passer sur la table d'opération. De l'autre côté, le mycétome fongique, plus lent, beaucoup plus sournois et surtout incroyablement résistant aux médicaments. C'est là que ça devient un vrai parcours du combattant. Contre la forme fongique, la médecine doit sortir l'artillerie lourde. On appelle ça le protocole en sandwich. C'est une stratégie en 3 étapes, longue et éprouvante. D'abord, on prépare le terrain, 6 mois de traitement antifongique pour essayer de stabiliser et rétrécir la lésion. Ensuite, on passe à la chirurgie. Et ce n'est pas une petite intervention. Il faut retirer la tumeur avec d'énormes marges de sécurité, exactement comme pour un cancer, pour être sûr de ne laisser aucun grain microscopique derrière. Dans certains cas tragiques, l'amputation est la seule issue. Enfin, la phase de consolidation referme le sandwich. On repart pour 6 mois d'antifongique pour tuer toute potentielle récidive dans l'œuf. Ce qui nous amène à la vraie question à la fin de cette analyse. On a vu le parcours infernal de la petite piqûre jusqu'aux amputations radicales. Le mycétome, c'est bien plus qu'un casse-tête médical. C'est un miroir géant qui reflète les inégalités flagrantes de nos systèmes de santé mondiaux. Les traitements antifongiques pour le protocole en sandwich sont hors de prix pour les populations rurales touchées. Alors comment on fait ? Que doit faire la communauté mondiale pour assurer un diagnostic précoce, former les soignants locaux et rendre ces traitements accessibles ? Comment garantir que demain, dans la ceinture du mycétome, une simple égratignure dans un champ ne condamne plus quelqu'un à des décennies de handicap ? C'est le défi monumental qui nous attend face aux maladies tropicales négligées. Merci de m'avoir suivi dans ce décryptage et à très bientôt.